Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Début de la 9e édition de la TICAD à Yokohama, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a plaidé pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. En marge de cette conférence, la première ministre congolaise a échangé avec différentes personnalités. Et puis, Human Rights Watch dénonce de nouveaux massacres attribués au M23 dans l'est de la RDC. Plus de 140 civils Hutus auraient été exécutés sommairement dans au moins 14 villages près du parc de Virunga. Et à l'international, l'agriculture algérienne a durement été affectée par une sécheresse persistante depuis plus de 5 ans. La situation renforce la dépendance aux importations pour pallier la baisse de productivité dans les secteurs les plus vulnérables. Les développements de tous ces éléments, vous l'aurez dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire, début ce mercredi 20 août de la 9e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD. Lors de la plénière sur la paix et la sécurité, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a souligné l'importance de la stabilité pour un développement durable. Elle a mis en avant les efforts de la RDC en faveur de la paix et d'une intégration économique régionale, tout en saluant le rôle stratégique du Japon dans le partenariat avec l'Afrique. En marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, multiplie les rencontres de haut niveau à Yokohama, sécurité régionale, rapatriement des réfugiés et coopération économique sont au cœur de son agenda diplomatique. Dans Momat. C'est un double chantier que mène Judith Suminwa au Japon. D'un côté, le dossier sensible du rapatriement des réfugiés congolais et rwandais. De l'autre, la consolidation des relations bilatérales avec l'Angola. Lors de l'audience qu'elle a accordée au haut-commissaire adjoint du HCR, Raouf Mazou, la chef du gouvernement congolais, a exigé une identification rigoureuse des réfugiés appelés à regagner la RDC, notamment depuis le Rwanda et le Burundi. Un message bien reçu par le HCR qui salue les efforts de paix en cours et s'est dit engagé à assurer des retours dignes et sécurisés dans le cadre de l'accord tripartite signé à Addis Abeba. Actuellement, il y a des réfugiés rwandais qui se trouvent au Congo et Congolais qui se trouvent au Rwanda. Et il y a à peu près 80 000 personnes qui sont des Congolais qui se trouvent actuellement au Rwanda. Donc ça, c'est un phénomène qui est le résultat de la situation qui a malheureusement amené des gens à fuir leur domicile et de prendre asile dans le pays voisin. L'idée pour nous, et notre mandat et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que les réfugiés puissent rentrer chez eux de manière volontaire, dans des conditions de sécurité et dignité. Autre rencontre de haut niveau, Judith Suminwa a été reçue par le président angolais João Lourenço. Une entrevue stratégique axée sur la paix régionale, mais aussi sur l'économie. Les deux pays ont confirmé leur volonté d'agir de concert pour stabiliser l'Afrique centrale. Nous avons évidemment passé en revue la situation sécuritaire du pays,
le processus de paix qui sont en cours aujourd'hui, non seulement l'accord de Washington, mais le processus de paix à Doha. Et nous avons eu aussi à échanger sur différents partenariats, accords commerciaux que nous avons déjà ou que nous sommes en train de finaliser avec l'Angola, notamment pour les questions des hydrocarbures. Là, l'accord a été fait et nous sommes en discussion sur d'autres secteurs tels que la pêche ou autres. Plusieurs partenariats sont en discussion, notamment dans la pêche. Kinshasa est également invité à l'inauguration prochaine de la raffinerie de Cabinda. Séquence diplomatique intense donc pour la RDC qui mise sur le dialogue et la coopération pour consolider sécurité et développement dans la sous-région. Plateau, José Junior Oawa, journaliste à Géopolis Forum. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors, à quoi consiste cette conférence de Yokohama qui a fait rencontrer pour la 9e fois les Africains et les Japonais? Voilà, c'est une grande conférence. La question est pertinente, d'autant plus que on est habitué à un certain moment avec des grandes conférences, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, et Russie-Afrique, et France-Afrique, tout ça, mais c'est assez souvent, pas assez souvent, vraiment en tout cas, on n'est pas habitué à ces genres de concepts où on parlerait d'une conférence entre l'Afrique et le Japon. Le Japon, c'est très loin, ça fait 8 heures d'écart en termes de fuseau horaire et finalement, et aujourd'hui on parle de cette conférence parce que c'est depuis 1993, dans les années 90, que cette initiative est née. Pourquoi? Parce que le Japon voudrait partager son expérience de développement. C'est un pays qui a été décimé, qui a été déstabilisé, réduit presque néant après toutes les guerres que le Japon a connues dans son histoire. Mais finalement, la guerre de 1945, donc la Deuxième Guerre mondiale, avec les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, le Japon était un pays qui a été mis à genoux, qui a capitulé face aux Américains. Et aujourd'hui, avec les développements économiques du Japon, le Japon a jugé bon justement d'instaurer cette initiative pour permettre à ce que les continents africains, qui est à la traîne jusqu'aujourd'hui, où le développement ne suit pas avec tout ce que l'Afrique a comme richesse naturelle, le Japon voulait tout simplement que l'Afrique s'inspire de son exemple, de son développement, de son succès pour finalement capitaliser, voir comment il faut commencer avec les développements intérieurs pour propulser un développement international. Et qu'est-ce qu'elle représente justement cette conférence pour la RDC? Voilà, la RDC comme l'Afrique, donc aujourd'hui, vous voyez les échanges commerciaux par exemple entre le Japon et les continents africains, c'est autour de 26 milliards de dollars en 2023. Aujourd'hui, on n'a pas encore franchi la barre de 30 milliards. Mais vous voyez, contrairement au Japon, vous trouvez la situation par exemple avec la Chine, où les échanges commerciaux entre la Chine et les continents africains ça avoisine aujourd'hui les 300 milliards de dollars américains. C'est très loin le premier partenaire du continent africain, qui fait que depuis 2010, la Chine, qui a conclu aussi des accords avec beaucoup de pays africains, est particulièrement investie au Congo depuis 2008 avec les accords Chine, infrastructure mine contre infrastructure. Vous vous souvenez encore du fameux contrat chinois qui a permis à la RDC d'obtenir les investissements dans le domaine de développement, domaine des infrastructures. C'est justement l'exemple que la RDC voudrait maintenant profiter pour pouvoir capitaliser l'expérience japonaise, parce que le Japon, qui n'a pas assez de relations en termes de développement, notamment dans les cadres de la JICA, oui, on peut dire la coopération technique japonaise, qui assiste la RDC dans le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, de l'environnement. Mais aujourd'hui, on veut étendre justement ce partenariat. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, la RDC a signé un accord avec les gouvernements japonais pour obtenir, par exemple, dans le domaine de la réhabilitation,
des infrastructures, notamment les ponts maréchal dont nous sommes dans les Congo central. Oui. Vous avez d'autres infrastructures comme ça. Et c'est pas pour rien que vous avez vu le Japon qui a commencé à explorer l'exploration du manganèse. Vous avez trouvé dans les Congo central avec ses entreprises. Le Japon qui a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui commencent déjà à explorer dans les mines, dont la présence, ce qui justifie la présence, par exemple, du ministre de Mines qui a accompagné les chefs du gouvernement, et la présence du ministre du Commerce extérieur qui accompagne le chef du gouvernement. Vous avez la présence du ministre de la Préparation, formation professionnelle qui accompagne les chefs du gouvernement. Donc, ce sont les domaines clés sur lesquels la RDC voudrait renforcer sa coopération avec le Japon pour pouvoir capitaliser et obtenir de l'expérience japonaise. Vous savez que le Japon, c'est une puissance économique depuis un certain moment. C'était la deuxième puissance économique du monde, détrônée par la Chine, qui est une force aujourd'hui. Le Japon veut aussi rattraper son retard parce qu'il sait qu'avec la transition énergétique, le Japon a besoin de nos minéraux, les minéraux de la RDC pour financer aussi son économie. J'ai parlé des investissements, par exemple, dans le domaine du manganèse dans le Congo central. C'est un peu ça, c'est autour de ça, une nouvelle coopération et que la RDC voudrait maintenant, c'est pourquoi le pays a été représenté au plus haut niveau. La 8e édition en 2022, c'était le président Tshisekedi lui-même qui a fait le déplacement. Maintenant, c'est représenté par la Première ministre et qui veut tout simplement vendre les potentialités de la RDC, qui a besoin de la technologie japonaise pour voir comment est-ce que le pays va devoir aller de l'avant. Parce que je vous rappelle, je termine par là, par exemple, vous trouvez dans les secteurs de la formation professionnelle, le Japon a toujours accompagné les initiatives congolaises dans le cadre de l'Institut national de préparation professionnelle, les célèbres INPP. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets comme ça sur lesquels le Japon veut capitaliser avec le pays de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, José Junior Owawa, pour cette intervention. Il est indispensable qu'il y ait des résultats palpables et tangibles sur le terrain le plus rapidement possible, a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, en visite officielle en RDC. Cette déclaration a été faite ce mardi 19 août lors d'une conférence de presse conjointe avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les deux personnalités ont échangé autour des résultats du processus de paix de Washington et de Doha. Damani Mujinga. Le Royaume de Belgique a salué les avancées des processus de paix de Washington et de Doha. Ces efforts ont permis la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi qu'une déclaration de principe entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Mais selon Bruxelles, la situation sur le terrain, surtout dans l'est du pays, reste très préoccupante. Les violations des droits de l'homme par les rebelles se poursuivent malgré les engagements pris. La Belgique craint que ces nouveaux accords ne subissent le même sort que les précédents, souvent restés sans effet. Elle insiste donc sur la nécessité d'avoir des résultats palpables. Nous sommes confiants, nous voulons l'être en tout cas, dans le processus de Doha et de Washington. Mais nous sommes aussi lucides et nous devons l'être, en reconnaissant aujourd'hui qu'un mois plus tard, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée, qu'il y a toujours la commission d'un grand nombre de violences et d'exactions, et que l'heure plaide urgemment pour que ce qui a été signé prenne corps et impacte la réalité à l'est du Congo. Maxime Prévost a souligné que l'objectif principal de sa visite est de travailler avec les institutions congolaises afin d'identifier les leviers nécessaires pour garantir le succès des pourparlers de Washington et Doha. C'est pour ça qu'il est indispensable que Doha et Washington puissent bénéficier du soutien le plus large et la Belgique apporte son soutien à ces processus, mais qu'il est aussi important, si on veut que la paix qui puisse être scellée ait un effet durable dans le temps, que les acteurs de la communauté africaine soient eux-mêmes partie prenante. En mission de travail en RDC, le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost, le président Félix Tshisekedi.
Alors que les pourparlers semblent s'enliser à Doha entre les négociateurs du gouvernement congolais et ceux de la rébellion du M23, la médiation, elle a envoyé le projet d'accord aux deux parties en vue d'une signature éventuelle du document par communiqué interposé. Par communiqué interposé, les protagonistes se disent disposés à trouver une solution pacifique à la crise. José Junior Owawa pour les détails. Depuis le week-end, la médiation qatari avait annoncé cette nouvelle de la transmission d'un projet d'accord censé sanctionner la fin de pourparlers entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Accord de paix global, c'est ainsi que le texte serait nommé. Son objectif affiché, traiter l'ensemble de problématiques que le parti qualifie de causes profondes du conflit dans la sous-région des Grands Lacs, et particulièrement en RDC. Sur papier, les deux partis ont affirmé leur volonté de poursuivre les discussions de déclaration d'intention qui contrastent la réalité sur terrain, notamment sur la ligne de front où des violations de cessez-le-feu sont régulièrement répertoriées. Le démantèlement de l'administration parallèle mise en place par le mouvement rebelle, le retrait et le cantonnement de ce combattant en passant par la mise en place d'une force tampon entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les zones tenues par le FCM23, l'institutionnalisation d'un État fédéral en RDC, la libération de prisonniers, les retours de déplacés dans leur milieu d'origine sont autant de points d'achoppement entre les protagonistes. Pour certains observateurs, les spectres d'un enlisement du processus sont réunis en dépit de l'optimisme de la médiation. Pour l'heure, les délégations de deux parties auront fait le déplacement de Doha pour la reprise de pourparlers avec l'objectif de trouver cet accord de paix global. La communauté internationale de partenaires de la RDC mise quant à eux sur la concrétisation des engagements non seulement pris dans les cadres de la déclaration de principe de Doha, mais aussi de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue de retour durable de la paix dans la sous-région des Grands Lacs et particulièrement en République démocratique du Congo. Toujours au sujet de l'insécurité au nord et sud Kivu, le parti politique Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi a été auditionné au ministère de l'Intérieur, accusé d'entretenir des rapports avec le mouvement rebelle AFC M23, les cadres du parti ayant sollicité et obtenu l'audience auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, ont rejeté toute implication dans les activités de cette rébellion, se disant surpris de ce rapport. Suivez. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition, si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport ait circulé. Mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président est un homme, le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Et ça, c'est connu de l'ensemble du peuple congolais. Et puis, dans un rapport accablant publié ce mercredi, l'ONG Human Rights Watch dénonce de nouveaux massacres attribués au M23 dans l'est de la RDC. Plus de 140 civils, principalement Hutus, auraient été exécutés sommairement dans au moins 14 villages près du parc de Virunga. Ces révélations, appuyées par des témoignages, interviennent alors que le Haut Commissariat de l'ONU évoquait déjà récemment un bilan de 319 morts dans la même région. Patience Lokeke. Le 19 août 2025, l'ONG britannique Human Rights Watch a publié
un rapport alarmant accusant les groupes armés RDF et AFC M23 soutenus par le Rwanda d'avoir exécuté sommairement plus de 140 civils, principalement des Hutus, entre le 10 et le 30 juillet, dans au moins 14 villages et zones agricoles situés près du parc national de Virunga, dans le territoire de Rutshuru à l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'ONG, ce massacre s'inscrit dans le cadre d'une campagne militaire contre les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR et d'autres groupes armés opposés. Des témoignages recueillis par l'ONG Human Rights Watch décrivent les exécutions brutales, notamment des tueries à la machette et de fusillades massives près de la rivière Rutshuru. Une survivante a relaté avoir été contrainte avec environ 70 femmes et enfants de marcher toute la journée jusqu'à la rivière où ils ont été forcés de s'asseoir sur la berge avant que le rebelle ne commence à tirer sur eux. Bien avant cela, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a également signalé que les rebelles du M23 ont tué au moins 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants en juillet 2025 dans les territoires de Rutshuru. Doubler le budget de l'État en élargissant l'assiette fiscale pour mobiliser davantage des recettes internes, c'est l'ambition du gouvernement de la RDC. L'intention est louable, mais plusieurs s'interrogent comment les pouvoirs publics vont pouvoir s'y rendre pour faire ce bond en avant dans la collecte de recettes. La RDC va-t-elle alourdir la pression fiscale ? Le pays peut-il se permettre un tel objectif au vu de la situation économique actuelle? Des éléments de réponse dans ce commentaire signé Daniela Kalala. Le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mouzito et le ministre des Finances Doudou Fwamba se sont réunis autour d'une table mardi 19 août à Kinshasa afin de plancher sur les stratégies qui vont aider à réaliser l'ambition de doubler les ressources de l'État. Il s'agira d'élargir l'assiette fiscale pour mobiliser davantage des recettes internes. Je me dis que je vais faire un effort pour doubler. Et tout dépend de ce que lui... l'autorité de notre pays ainsi que la première ministre, le temps qu'il faut accorder. Il faudra continuer les réformes, c'est des sacrifices qu'on va imposer et à notre peuple, à l'administration publique. Cette stratégie soulève de nombreuses interrogations. Certains se demandent si elle ne risque pas d'alourdir la pression fiscale sur le Congolais. D'autres, par contre, s'interrogent sur la faisabilité de cet objectif alors que l'économie reste largement informelle. Faudra-t-il miser sur la mobilisation de recettes internes pour parvenir à cet objectif? Le pouvoir public ont-ils un moyen alternatif de renforcer rapidement les finances publiques? Géopolis Télévision a posé la question à Benjamin Kongolo Chisoka, assistant et économiste de l'université de Kinshasa. Élargir l'assiette fiscale ne veut pas dire l'augmentation de l'assiette fiscale, encore moins l'augmentation de l'impôt. Mais cela veut dire sensibiliser la population au paiement de l'impôt. Il faut savoir que l'impôt, c'est la source principale des recettes budgétaires de l'État. La République démocratique du Congo est capable d'aller même au-delà des 13 milliards de dollars, car nous avons assez de ressources qu'on peut facilement transformer en monnaie pour alimenter le budget de la RDC. Aujourd'hui, d'ailleurs, les secteurs informels ne constituent plus un frein. Et la situation économique non plus, parce qu'il y a une loi qui autorise la fiscalisation du secteur informel. Actuellement, même des petits commerçants, il suffit que quelqu'un qui réalise un chiffre d'affaires allant de 1 à 100 peut déjà avoir un numéro d'impôt. Il suffit juste qu'à l'administration fiscale de sensibiliser la population, accorder d'ailleurs à chaque personne qui a une activité commerciale un numéro d'impôt. Cela constituerait une politique efficace pour booster les recettes fiscales. Ce serait une très bonne stratégie pour l'État congolais de miser sur les recettes internes. Entre ambition du gouvernement et réalités économiques, les débats sur le budget 2026 s'annoncent déjà au centre de préoccupation des Congolais. Autre chose, le port de Goma a été secoué par un drame maritime ce mercredi 20 août avec le chavirement du lac Kivu Express, un bateau vital pour le transport de passagers et de marchandises sur le lac Kivu. Les causes de cet accident restent floues, tandis que les conséquences économiques et humaines suscitent une profonde inquiétude dans la région. Suivez.
Ce mercredi 20 août, le port de Goma, sur le lac Kivu, a vécu une tragédie maritime avec le chavirement du bateau la Kivu Express. Cet incident a causé une onde de choc dans la région, soulevant des inquiétudes tant sur le plan humain que sur les conséquences économiques. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Le bateau devait embarquer en destination de Kaliba. Le bilan humain de ce drame n'est pas signalé, mais des lourdes pertes économiques ont été enregistrées. Des pertes qui pourraient perturber l'approvisionnement en biens et affecter les activités économiques locales. C'est un énième accident sur les eaux de la RDC en l'espace de quelques mois. En octobre 2024, un bateau transportant de nombreux passagers avait chaviré sur le même lac Kivu, tuant au moins 50 personnes. La surcharge en était la cause. Le drame avait alors été l'origine du durcissement des mesures de sécurité pour les embarcations autorisées à faire du transport fluvial ou lacustre. Les autorités congolaises avaient alors mis en garde contre la surcharge et avaient promis de punir ceux qui enfreignent les mesures de sécurité pour le transport par voie d'eau. La tragédie de Goma rappelle l'importance de renforcer les infrastructures et les réglementations maritimes en République démocratique du Congo afin de sécuriser et de protéger la vie des usagers. Et en sport, l'aventure des Léopards Seniors Basket Messieurs de la RDC s'est arrêtée mardi 19 août. L'Afro-Basket 2024 après leur défaite de 68-77 face aux Lions indomptables du Cameroun à Luanda en match de barrage pour les quarts de finale du championnat d'Afrique de basket qui se déroule en Angola. Blaise Kouzola pour les détails. Le Fauve congolais ont perdu dans le 3 quarts-temps sur 4 devant le Camerounais. D'abord dans le premier quart-temps sur la note de 13-19 pour s'incliner à la mi-temps sur le score de 36-37. À la reprise, ils ont encore perdu par un écart de 10 points, soit 13-23 au troisième quart-temps. Enfin, à la reprise, ils ont encore perdu par un écart de 10 points, soit 13-23 au troisième quart-temps. Enfin, le joueur de l'entraîneur Michel Perrin ont réussi à remporter les derniers quart-temps sur le score de 14-13 pour un score final de 68-77. La République démocratique du Congo quitte cette compétition avec un bilan négatif de 3 défaites et 1 victoire, respectivement face au Cap-Vert 66-75, la Côte d'Ivoire 63-75 et les Cameroun 68-77. L'unique victoire de Congolais était face aux Amavubi du Rwanda 65-58 lors de la deuxième journée de la phase de groupe. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, faites place à la page internationale. Le Zimbabwe est entré dans une nouvelle ère de l'administration fiscale après que la Zimbabwe Revenue Authority ait officiellement mis en service le 18 août 2025 son système de gestion fiscale moderne, pratique et efficace qui devrait rationaliser le régime fiscal et stimuler la collecte des recettes. Suivez. Le Zimbabwe a franchi le 18 août 2025 une étape majeure dans la mobilisation de ses ressources nationales en rendant la perception des impôts entièrement numérique. Cette réforme vise à améliorer l'efficacité, réduire les coûts, gagner du temps et combler les fuites fiscales. Le vice-ministre des Finances, du Développement économique et de la promotion des investissements, Kuda Mnangagwa, a lancé le système, soulignant qu'il s'agissait d'une étape audacieuse et transformatrice dans le programme de modernisation fiscale du gouvernement. L'autorité fiscale du Zimbabwe reste fermement sur la bonne voie pour atteindre son objectif de recettes annuelles de 7,2 milliards de dollars pour 2025, ayant déjà réalisé 3,21 milliards de dollars de recettes nettes d'ici le milieu de l'année contre un objectif de 3,13 milliards de dollars selon la commissaire générale Regina Shinamasa.
Un nouveau système permet désormais l'accès en temps réel aux données fiscales sans besoin de se rendre dans les bureaux de Zimra. Intégré à l'examen budgétaire à mi-parcours, il améliore la production des rapports précis et rapides, facilitant la prise de décision politique et renforçant la redevabilité publique. Cet outil est jugé essentiel pour atteindre les objectifs de la vision 2030 visant à faire du Zimbabwe une économie à revenus intermédiaires supérieurs. Une économie à revenus intermédiaires supérieurs. En Algérie, comme dans la plupart des pays d'Afrique du Nord, l'agriculture est durement affectée par une sécheresse persistante depuis plus de 5 ans. Cette situation renforce la dépendance aux importations pour pallier la baisse de productivité dans les secteurs les plus vulnérables, tels l'élevage. Suivez. L'Algérie autorise désormais les importations d'ovins vivants en provenance du Brésil. Pour Brasilia, ce nouveau partenariat vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment dans le secteur agricole. Il traduit en outre la volonté des autorités algériennes de diversifier leurs sources d'approvisionnement afin de répondre aux déficits de la production locale. Selon les données compilées sur la plateforme Tradmap, le pays deuxième plus peuplé d'Afrique du Nord après l'Égypte a importé pour près de 7,8 millions de dollars d'ovins vivants en 2024, exclusivement de Roumanie. L'enjeu de diversifier l'approvisionnement est d'autant plus stratégique que les élevages locaux ne parviennent plus à satisfaire la demande en animaux vivants destinés à la production de viande sur le marché intérieur. Cela s'explique notamment par les effets cumulés de la sécheresse qui ont réduit les réserves de fourrage et entraîné une hausse des coûts de production. Rappelons qu'à l'occasion de la fête de Tabaski en juin dernier, le gouvernement algérien s'est vu contraint d'autoriser l'importation d'1 million de têtes d'ovins sur le marché international pour garantir une disponibilité suffisante de bétail. Selon les médias locaux, une telle décision n'avait pas été prise en 2024, ce qui traduit l'incapacité de l'industrie locale à répondre à la demande. Globalement, l'ajout du Brésil sur la liste des fournisseurs d'ovins devrait renforcer la capacité du pays à assurer la disponibilité de bétail et améliorer la sécurité alimentaire en attendant la relance de son système de production. Une autre manière de vous informer, c'est par la revue de presse dans une sélection et commentaires de Dambomat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La prospérité ouvre cette revue avec le ton grave du vice-premier ministre belge Maxime Prévost qui, à l'issue d'un long entretien à Kinshasa avec le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a réaffirmé l'engagement ferme de la Belgique et plus largement de l'Union européenne dans la recherche de la paix à l'est de la RDC. Il souhaite remettre le conflit militaire de la RDC dans l'agenda européen et salue les efforts de Washington et Doha en ce sens. Les diplomates belges a par ailleurs fait savoir, selon Forum des As, que le président congolais a clairement exprimé son opposition au projet d'accord proposé par le Qatar. Africa News, dans le même souffle diplomatique, relaie les autres propos des Prévost, dénonçant l'occupation du territoire par le M23, un comportement inacceptable et appelant à une prise de conscience collective. Il a donc précisé que le principe du droit international, notamment la souveraineté des États, ne sont pas respectés au Congo-Kinshasa, avant d'insister aussi sur un dialogue à l'interne. Tandis que les chancelleries discutent, Géopolis nous transporte sur un autre front, celui du développement économique et de la transformation institutionnelle. Fini, l'essentiel est de participer, écrit-il. Le gouvernement souminois veut désormais une gouvernance axée sur les résultats, notamment par une présence ambitieuse à la TICAD 9. En examinant, écrit le journal, les différentes feuilles de route, on est en contact avec une chose dont le Congo nous avait déshabitués, à savoir la cohérence dans la démarche publique et les actions menées.
Mais pour la TICAD 9, on peut déjà saisir le fond d'une nouvelle approche en profondeur. Par exemple, les ambitions affichées sont en harmonie avec la vision déclinée par le président Félix Tshisekedi autour de la politique de la diversification. Info 27 nous ramène à une réalité plus rude, celle du malaise social. L'APUKIN, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, annonce un sit-in pour le 27 août, pointant l'inaction du gouvernement face aux engagements non tenus des accords de Bibois 1 et 2, salaire, primes, conditions de travail, autant de revendications laissées en suspense. Et si rien ne change, un préavis de grève suivra. Enfin, Congo Nouveau choisit une autre lumière plus sociale en mettant en avant l'action du sénateur Salomon Idi Kalonda. Ce dernier soutient la formation des 40 personnes vivant avec un handicap à l'INPP, un acte d'investissement dans l'autonomisation salué par les bénéficiaires dans un pays où les filets sociaux sont souvent absents. Fin de cette revue de presse, au revoir et à la prochaine. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, je vous rappelle ses principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal le début de la 9e édition de la TICAD à Yokohama. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a plaidé pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. En marge de cette conférence, la première ministre congolaise a échangé avec différentes personnalités. Et puis Human Rights Watch dénonce de nouveaux massacres attribués au M23 dans l'est de la RDC. Plus de 140 civils Hutus auraient été exécutés sommairement dans au moins 14 villages près du parc de Virunga. Et à l'international, vous avez suivi l'agriculture algérienne durement affectée par une sécheresse persistante depuis plus de 5 ans. La situation renforce la dépendance aux importations pour pallier la baisse de productivité dans les secteurs les plus vulnérables. Fin totale de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.